Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette masterclass. Aujourd'hui, comment utiliser l'intelligence artificielle pour transformer votre business et générer de la croissance. Je suis Lucas Naxa et je vais vous parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. Et avant tout, donc qui je suis. J'ai fait l'ENSIMAG. J'ai été ingénieur en mathématiques appliquées et en informatique dans cette école de Grenoble. Ensuite, j'étais ingénieur R&D à l'INRIA dans un laboratoire de mathématiques et d'informatique. J'ai travaillé sur la robotique sociale, sur faire en sorte que les robots ne se prennent pas les chaises et les tables, c'était la base, mais après faire en sorte qu'un robot ne passe pas entre deux personnes qui sont en train de discuter, typiquement pour tenir compte du contexte social. J'ai aussi travaillé sur la domotique intelligente, que le bâtiment s'adapte aux utilisateurs et non l'inverse. Et ensuite, j'ai travaillé sur les premiers algorithmes de détection d'émotions, à l'époque, entre 2012 et 2014. Depuis 2014, je suis cofondateur et créateur président de Neovision, dont je vais vous parler rapidement tout à l'heure. Je suis aussi consultant en data et en IA pour BPI France et consultant en logiciel pour Minalogic, le pôle de compétitivité en Auvergne-Rhône-Alpes sur le logiciel notamment. Et depuis 2019, je suis aussi membre du comité stratégique de MIAI, qui est l'Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle basé à Grenoble. Et très rapidement sur ma société Neovision, on est une société spécialisée en intelligence artificielle. Je vais vous montrer tout à l'heure quelques exemples de réalisation, des cas concrets en fait, de transformation d'entreprise grâce à l'intelligence artificielle qu'on a pu accompagner avec Neovision. Mais avant de vous présenter tout ça, on va parler d'intelligence artificielle et des dernières avancées en IA. Donc, pour parler d'intelligence artificielle, il faut déjà un peu dire ce que c'est l'intelligence artificielle. Tout le monde a un peu sa définition. Je vous invite à aller voir sur YouTube. On a posté une vidéo dernièrement d'un micro-trottoir où on a demandé aux personnes dans la rue ce que c'était l'intelligence artificielle. C'est assez étonnant les réponses qu'on peut avoir. Il y a différents niveaux de compréhension de ce que c'est. Mais globalement, beaucoup de gens pensent encore que ce sont des robots autonomes qui peuvent prendre des décisions et qui peut-être un jour vont nous remplacer. Alors qu'aujourd'hui, en 2021, c'est pas du tout ça. On est vraiment sur des choses, des algorithmes et de l'informatique qui vont résoudre des problèmes très spécifiques, très bien définis, pour lesquels on va lui donner des données, de l'information. Je vais en parler tout à l'heure. Et aujourd'hui, là où l'intelligence artificielle est forte et efficace, c'est pour résoudre des problèmes liés aux fonctions cognitives. Donc reconnaître des objets dans une image, reconnaître lorsque vous appelez une personne ou quand vous dites quelque chose dans votre téléphone, typiquement. Tout ça, c'est des choses qui utilisent normalement les fonctions cognitives du cerveau, et aujourd'hui, on arrive bien à faire ce type de tâches. On est encore très loin d'une IA qui prend le contrôle d'un système et qui va avoir des choix autonomes. On a une tâche à résoudre et on essaie de le faire bien. Et donc pour faire de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a une triade vachement importante que je vous ai présentée ici, c'est les données. Donc l'information sur laquelle on va apprendre des choses, le matériel pour pouvoir faire les calculs et pour pouvoir faire tourner l'intelligence artificielle, et les algorithmes, qui est le cœur en fait du traitement de ces données par ce matériel-là. On parle beaucoup de machine learning. Alors qu'est-ce que c'est le machine learning ? C'est une méthode, des algorithmes qui vont apprendre sur les données. Donc vous avez des données à votre disposition, vous allez les qualifier pour les transformer en informations. Par exemple, j'ai une base de données de défauts dans une industrie du verre, par exemple. Je vais pouvoir dire que ces défauts-là sont des défauts de type 1, ces défauts-là des défauts de type 2. Donc me créer un répertoire de données annoté par des experts généralement, ce qui me permet d'avoir de l'information, et sur ces informations-là, je vais apprendre des modèles à trouver les meilleurs paramètres de ces modèles pour prédire ces données-là. Et donc la prédiction, c'est ce qu'on appelle l'inférence. Une fois qu'on a un modèle qui est entraîné, qui a été validé, dont on a validé les performances, on va pouvoir l'utiliser sur des nouvelles données, des données qui sont similaires, qui sont proches, qui ne sont pas exactement les mêmes. Et c'est là la force aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est capable de généraliser à des nouveaux cas, des cas similaires à ce qu'elle a vu, mais quand même des nouveaux cas, pour après apporter une solution, une prédiction sur ces données-là. Donc ça, c'est le machine learning, c'est de l'apprentissage. Et un autre gros mot que vous avez peut-être entendu, c'est le deep learning. Le deep learning, c'est une branche du machine learning qui a beaucoup de paramètres et qu'on va entraîner sur des très grandes quantités de données, et qui va pouvoir du coup adresser les cas les plus complexes. Reconnaître un visage, reconnaître votre nom quand vous parlez, quand vous adressez à votre téléphone par exemple, utilise du deep learning. Et pourquoi est-ce que tout ça c'est possible? C'est qu'il y a eu des grandes avancées scientifiques en fait dans les dernières années. Une des grandes avancées, c'est ImageNet. C'est une énorme base de données avec des millions d'images. Là, comme vous pouvez le voir, 22 000 catégories, des millions d'images qui ont toutes été annotées par des scientifiques. Et donc sur ces images, on a dit ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un arbre. Et tout ça, ça a été validé
confirmé par les scientifiques et rendu public. Et donc ces bases de données ont permis d'avoir un benchmark dans les images pour que tout le monde puisse entraîner ses algorithmes sur ces données-là. Et donc ça, c'était une très grosse avancée en 2010. Il y a aussi une autre avancée dans cette période-là qui a été importante, c'est la puissance de calcul qui a grandement augmenté grâce aux GPU, donc les cartes graphiques, qui servaient jusque-là à jouer aux jeux vidéo et à afficher des images très rapidement sur le PC. Et en fait, depuis, on s'est rendu compte qu'elles pouvaient aussi servir à entraîner des algorithmes et à faire de l'inférence rapidement. Et ça a permis en fait pour quelques milliers d'euros à n'importe qui, n'importe quel chercheur de pouvoir se passer de centres de calcul importants et donc de pouvoir faire avancer la recherche en intelligence artificielle. Et depuis maintenant 5-10 ans, l'IA se miniaturise. Avant, il fallait des grands data centers pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, dans votre smartphone, vous avez des puces qui permettent d'accélérer ces calculs. Et donc aujourd'hui, la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'image, la reconnaissance de la parole, la recherche de documents, le tri de vos photos automatiques en fonction des personnes, tout ça se fait grâce à de l'intelligence artificielle. Il n'y a plus besoin d'aller envoyer toutes les données dans le cloud et faire les calculs sur des gros serveurs. Les calculs se font directement sur le téléphone et accéléré par ce matériel. Et on voit aussi la miniaturisation qui arrive jusque dans l'IoT où on a de la même manière des microprocesseurs, des microcontrôleurs qui vont avoir des puces dédiées pour faire les traitements d'intelligence artificielle. Donc l'IA se miniaturise et vient dans notre quotidien. Et je vais vous montrer quelques avancées un peu sur les 5-6 dernières années. Là vous voyez dans le domaine de l'art la stylisation de photos. Donc on voit une œuvre de... j'ai oublié maintenant, de Van Gogh, merci, de Van Gogh, La nuit étoilée, et à côté une photo d'un campus américain. Et avec une intelligence artificielle, on arrive à appliquer le style de la peinture à la photo et créer un nouveau paysage, un nouveau campus, comme si c'est Van Gogh qui l'avait peint. Alors, c'est pas fidèle à ce qu'il aurait pu faire, mais ça y ressemble quand même pas mal. Dans les jeux de stratégie aussi, ça a beaucoup évolué. On a le jeu de Go en 2016 qui a été battu, le champion du Go qui a été battu par AlphaGo, qui est une intelligence artificielle développée par DeepMind, une société similaire à Novision basée en Angleterre et qui a été rachetée par Google depuis et qui travaille justement sur pas mal d'algorithmes, notamment de stratégie. Là, c'est avec du reinforcement learning, une approche par renforcement. Ils apprennent en fait les meilleures stratégies automatiquement et trouvent comment battre justement le joueur en face. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, quand j'étais à l'école, on me disait qu'il fallait attendre 2050 pour avoir la puissance de calcul nécessaire pour pouvoir adresser adresser le jeu de Go. Et là, en 2016, on y est arrivé. La traduction automatique a aussi beaucoup progressé. Là, je vous ai mis un exemple avec DeepL 2017. Si vous testez, vous verrez que la traduction marche beaucoup mieux qu'avant. Plus il y a de contexte, mieux ça marche. On n'est plus sur des méthodes statistiques, maintenant on est vraiment sur des méthodes par apprentissage. Et là, DeepL se base notamment sur Lingui, une énorme base de données avec plein de documents qui sont mis en correspondance et qui permettent de faire de la traduction. Alors en analyse pour la voiture autonome, la segmentation sémantique, c'est assez intéressant. Vous allez voir, j'espère que vous le verrez de manière bien fluide, les images qui sont là. Et donc là vous voyez une voiture qui circule et dans la vidéo donc, est analysée à 30 fps l'ensemble des images et pour chaque pixel le système va dire en fait quel est le pixel associé, si c'est du trottoir, de la route, un véhicule également. Les piétons sont en rouge, les arbres en vert et les panneaux en jaune. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que le système, comme il tourne en temps réel sur le véhicule en embarqué, va pouvoir du coup remonter l'ensemble de ces informations au véhicule, qui ensuite va pouvoir prendre les décisions de conduite autour de ces informations-là. Donc ça c'est en 2017. Ce qui est intéressant également, c'est tout ce qui est génération de données. Vous avez pu voir, je pense, sur internet pas mal de choses autour des deepfakes. Là vous voyez un peu l'évolution dans le temps, ça évolue très très vite depuis 2014. Sur la génération de visages, il y a un site web qui est intéressant qui s'appelle This Person Does Not Exist. Je vous invite à tester. À chaque fois que vous actualisez la page, vous avez un nouveau visage qui est généré. C'est pas un patchwork de visages, c'est pas une création à partir de plusieurs visages, c'est vraiment un nouveau visage qui est créé complètement ex nihilo. Et comme vous pouvez le voir, depuis 2018, on arrive à des niveaux de performance qui sont assez intéressantes. On n'arrive plus bien à distinguer que c'est un faux visage. On voit encore un peu des artefacts. Si on se penche un peu sur l'oreille ici, on voit que la personne a une oreille un peu déformée, mais globalement, les résultats sont vraiment très très bons.
Voilà. Ensuite, dans les dernières avancées en IA, il y a aussi la robotique qui bénéficie beaucoup de l'intelligence artificielle. Là, vous voyez un exemple de Boston Dynamics en 2019 où on voit un robot qui est capable maintenant de faire des acrobaties. Quand j'étais dans mon labo de recherche il y a quelques années, c'était vraiment impensable de voir ce genre de choses. Les robots arrivaient à peine à descendre l'escalier et à ouvrir les portes. Là, aujourd'hui, ils sont capables de courir dans les bois et de faire des acrobaties. Alors, il n'a pas choisi lui-même de faire ce type de mouvement. On est quand même encore un ingénieur qui a beaucoup travaillé pour lui demander de faire cette acrobatie. Mais en tout cas, la grosse avancée, c'est que grâce à de l'intelligence artificielle et notamment à de la simulation, on est capable de trouver automatiquement comment paramétrer le robot pour qu'il tienne bien debout et qu'il utilise en fait l'ensemble des capacités qu'il a pour faire l'action qu'on lui demande de faire. Et donc je vous invite à faire des recherches là-dessus, vous verrez en robotique ça a bien évolué ces dernières années. Dans le diagnostic médical, ça a aussi beaucoup évolué, de par l'accessibilité des données, de par aussi les praticiens et les médecins qui sont de plus en plus ouverts à collaborer avec de l'intelligence artificielle. On a des bases de données qui sont maintenant publiques sur le diagnostic médical. Là, je vous ai mis un exemple, c'est une lame de cerveau pour une tumeur qui est analysée par un nouveau système de laser et qui permet en fait de pouvoir diagnostiquer, trouver les tumeurs dans le cerveau. Et donc avant, il fallait, quand la personne était opérée, prendre un bout de cerveau, si je peux m'exprimer comme ça, l'analyser sous une lame par un pathologiste et diagnostiquer si oui ou non il y avait une tumeur. Tout le processus prenait plus d'une demi-heure en fait pour après décider si oui ou non on faisait l'opération, et pendant ce temps la personne était à côté sur la table d'opération. Alors que maintenant avec de l'intelligence artificielle et le nouveau système optique, ils sont arrivés à peu près à réduire ce temps à 2 à 3 minutes, donc divisé par 10 finalement le temps d'analyse et de diagnostic. Donc ça c'est une grosse avancée qui mêle aussi bien le matériel, la technologie laser et l'intelligence artificielle pour analyser les données. Et un dernier exemple que je voulais vous montrer dans les dernières avancées en intelligence artificielle, c'est StyleClip, qui est tout récent de cette année, qui est de la génération, de la modification d'image par le texte. Donc là la vidéo parlera d'elle-même. L'idée c'est qu'on a une image et un texte associé, et en modifiant ce texte-là, on vient directement modifier l'image. Donc là, vous avez une photo d'une personne, et en changeant le type de cheveux, l'intelligence artificielle va directement changer sa chevelure. On peut lui dire un peu n'importe quoi sur les cheveux, sur les yeux également. On peut choisir après la force d'application en fait de ces modifications, et donc avoir quelque chose d'un peu continu entre des cheveux complètement bouclés par exemple dans ce cas-là, ou des cheveux lisses. Il y a un autre exemple après avec une personne, voilà, en lui demandant d'avoir un visage d'une femme par exemple, ou le visage d'un homme, en demandant à la personne de sourire ou d'être triste, la couleur des cheveux également. Voilà, visage triste, visage content. On voit que le système modifie directement la bouche de la personne. Donc ça c'est très intéressant pour générer de nouvelles données, pour contrôler en fait ces données-là avec du texte. Ça permet de faire de l'augmentation de données pour pouvoir avoir des nouvelles données. Ça permet de créer du contenu et donc de l'aide à la création également. Ça a beaucoup d'applications différentes pour explorer des données potentielles qu'on n'aurait pas forcément. Donc voilà un peu sur les dernières avancées en intelligence artificielle. Je vais vous parler maintenant de certains retours d'expérience très concrets par rapport à mon entreprise et des choses qu'on a pu faire. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. J'y répondrai au fur et à mesure. Avec plaisir. Alors le premier retour d'expérience que je voulais vous faire sur la transformation d'entreprise, c'était la reconnaissance de dommages pour les pneus d'avion. Donc là c'est pour l'entreprise Michelin. Michelin propose donc un ensemble de services et de produits autour du pneumatique. Et donc là ce sont des pneus d'avion, et l'idée c'était de pouvoir proposer à ses clients du suivi de la qualité des pneus à travers le monde. Et donc pour ça, développer une application mobile qui permet de prendre en photo un dommage sur le pneu, d'identifier ce dommage, de pouvoir proposer à l'opérateur différents dommages qui ont été reconnus, et après ensuite afficher la procédure à suivre pour maintenir le pneu
Ça permet ensuite de sauvegarder les informations, d'avoir une vision globale de la traçabilité de la qualité, et donc avoir une traçabilité de la qualité dans le temps des différents pneus. Quand vous revoyez un pneu plus tard, vous le reprenez en photo et vous avez un peu son suivi de santé dans le temps, une sorte de carnet de santé du pneu. Donc voilà. Et donc là, on a accompagné l'entreprise dans la création de son jeu de données, donc qualifier les données, créer le jeu de données, annoter le jeu de données. Identifier les différents dommages et donc savoir quelles sont la quantité de données qu'il faut par rapport aux différents dommages, puisqu'en fait un dommage peut être plus ou moins complexe, plus ou moins rare, et en fonction de ça il faut plus ou moins de données. Donc ça, c'est aussi important de faire ces analyses statistiques et qualitatives des données pour définir un peu des cibles de nombre de données qu'il faut par dommage. Et ensuite choisir les bons algorithmes, les développer, les entraîner avec du machine learning dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les données pour avoir les meilleures performances possibles. Et donc là on avait une stratégie qui était itérative, avoir les premiers dommages qui étaient les plus courants qui ont été traités, pour lesquels on avait d'abord une bonne quantité d'images, et ensuite venir récupérer plus d'images et entraîner les algorithmes progressivement à reconnaître de plus en plus de dommages. Et donc là aujourd'hui on a sur les 20 dommages, on a une bonne 16 dommages qui sont bien reconnus, bien identifiés, qui sont les dommages les plus courants, et les 4 derniers qui sont les plus rares et qui sont les moins critiques aujourd'hui, qui doivent être faits manuellement. Mais quand on aura plus de données, on pourra adresser également ces dommages-là. Donc voilà, il y avait une question dans le chat: quelles applications pour la génération de texte? Alors j'en ai pas parlé, mais effectivement il y a la génération d'images que je vous ai présenté, mais il y a aussi de la génération de texte. Donc pour la génération de texte, je vois comme application typiquement générer automatiquement un synopsis d'un film, générer un résumé également d'une œuvre, pour pouvoir créer du contenu automatiquement sur des plateformes de contenu. On peut imaginer que Netflix génère automatiquement ses résumés à partir du contenu. Et également en génération de texte, on peut imaginer des articles qui sont proposés automatiquement pour la presse, ou alors pouvoir afficher des métadonnées, extraire automatiquement des métadonnées de contenu, ce qui permet derrière de faire de la recherche plus facilement dans du contenu, que ce soit du contenu audio, dans du contenu vidéo, pouvoir transformer du contenu qui est non structuré en contenu structuré. C'est très important pour pouvoir faire de la recherche efficace dans une base de données typiquement. Et donc la génération de texte peut aider pour ça également. Une autre application, j'ai pas fini sur la transformation. Alors en quoi est-ce que ça transforme le business de Michelin d'avoir ce type d'application? C'est que ça permet d'apporter du service, de la qualité, du suivi de la traçabilité de la qualité, et donc d'avoir une vision globale en fait de son parc, et de savoir quand il y a des anomalies qui apparaissent, quand un dommage est plus fréquent que d'habitude, de pouvoir des feedbacks sur la qualité de ses produits, de pouvoir remonter ces feedbacks jusqu'au process qualité et au service qualité de production des pneus, et d'avoir un suivi un peu global et macro de ses clients, donc une meilleure connaissance de ses clients et de ses produits, par du coup l'informatique et l'intelligence artificielle. Alors un autre exemple, ça c'est pour la société Schneider Electric. Vous allez voir une petite vidéo qui est faite via un smartphone, où là on vient filmer des disjoncteurs électriques qui sont dans un laboratoire. Et quand on se rapproche, on vient détecter automatiquement le disjoncteur, et quand on se rapproche encore plus, on détecte l'étiquette et on vient lire le modèle du disjoncteur et les différentes informations qu'on peut avoir sur le disjoncteur là. Donc là on s'intéresse que au modèle, mais on peut aller chercher d'autres informations comme la configuration du disjoncteur, les différentes infos qui sont sur l'étiquette, ou d'autres informations qui peuvent être sur la configuration même du disjoncteur. Donc là ce qui est intéressant, c'est que ça facilite grandement la maintenance d'un parc, puisque un industriel comme Schneider, il a des milliers de références, et donc pour une personne qui fait de la maintenance, elle est obligée d'avoir un énorme catalogue de tous les produits, et donc de parcourir l'ensemble du produit quand il est sur un nouveau site, ça prend beaucoup de temps. Il n'a pas forcément la connaissance de tous les produits non plus, et là juste avec son smartphone, il va balayer et parcourir l'ensemble des produits et reconnaître directement les produits, et avoir du coup la liste des assets. Là vous voyez sur la vidéo, on la sort de manière un peu frontale sur l'image, mais donc là avoir la liste des produits qui sont présents chez le client, et donc derrière vous pouvez imaginer l'ensemble des informations qu'on peut aller chercher automatiquement, comment le maintenir, la date, l'âge, etc. qui vont bien.
Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la technologie tourne directement sur le smartphone. Il n'y a pas du tout d'échange avec le cloud. Il n'y a pas de connectivité. Il n'y a pas besoin d'avoir Internet. Les informations restent privées également et sont sécurisées sur le téléphone. Et grâce à la puce d'accélération matérielle dont je vous parlais tout à l'heure, le tout peut tourner de manière très efficace sur le téléphone. Et donc pour eux, forcément, c'est de la digitalisation et d'avoir du service en plus autour d'une offre qui serait sur smartphone ou sur tablette et qui permet donc aux opérateurs de maintenance de digitaliser leur expérience et d'avoir plus d'informations sur les produits clients. Et eux d'avoir des statistiques remontées automatiquement et donc de digitaliser l'ensemble de leur process. Un autre exemple sur la lecture de peau de veau gravés. Mais avant ça, il y a une question. Bonjour, quelles applications sur la maintenance prédictive? Merci. Est-ce que j'ai un exemple après? Il y a beaucoup d'applications en maintenance prédictive. Ça va dépendre des industries ensuite. Mais en maintenance prédictive, généralement, on va avoir un ensemble de paramètres de machines, si je prends l'industrie comme exemple, et on va vouloir prédire des anomalies, des dérives typiquement de ces données-là, prédire des pannes également, prédire des points singuliers, on va dire, de fonctionnement de ces machines-là pour prédire certaines anomalies et anticiper des pannes. La plupart, c'est des sujets qui ne sont pas forcément faciles parce que toutes les données sont à chaque fois spécifiques à chaque industrie, à chaque machine. Les machines sont hétérogènes et donc leurs données sont également hétérogènes. On a aussi beaucoup de machines spéciales, donc c'est des sujets qui ne sont pas faciles. Quand les pannes sont régulières, récurrentes et qu'on a des sortes de patterns ou de formes qu'on peut retrouver dans les données, on peut justement adresser ce type de problématique. Quand c'est des cas très rares et qu'on n'a pas de données associées, ça devient compliqué. On peut apprendre la normalité, comment fonctionne le système de manière nominale et ensuite détecter des dérives ou des anomalies par rapport à cette normalité, mais on ne va pas pouvoir prédire des choses rares ou inhabituelles aussi facilement que des choses qu'on a l'habitude de voir. Parfait comme exemple, merci. La lecture sur peau de veau gravé. Alors ça c'est pour le centre technique du cuir. Donc c'est un centre technique qui se trouve à Lyon qui aide l'industrie du cuir à innover autour de nouvelles technologies. Donc là vous en voyez une qui est la traçabilité des peaux de bêtes. Ils viennent graver les peaux avec du laser et ensuite avec une caméra linéaire ils viennent lire ces peaux, ces gravures. Donc là ce que vous voyez à l'image ce sont des chiffres qui sont gravés sur du cuir. Mais il faut imaginer en fait la peau entière qui est d'abord prise à l'image, qui est beaucoup plus grande que ça. On vient détecter la zone dans l'image où il y a le texte et ensuite on vient le lire. Donc la lecture de caractères, ça semble être un problème qui est résolu depuis longtemps. On sait lire les écritures manuscrites sur les chèques, sur les cartes postales, sur les enveloppes depuis longtemps. Cependant dans l'industrie, il y a beaucoup d'applications. Dès que les gravures ou les caractères sont un peu déformés, dès que c'est un peu sale, dès qu'on ne sait pas bien ce qu'on cherche, là on commence à rentrer dans des cas un peu plus complexes pour lesquels l'intelligence artificielle aujourd'hui apporte des solutions. Là vous voyez par exemple le 4 qui est à peine visible sur l'image, j'imagine que vous le voyez à peine sur l'écran là, qui peut être bien déformé par des plis. Là vous voyez un pli ici de la peau. Et donc ça aujourd'hui tous les OCR classiques que vous pouvez trouver sur le marché vont échouer sur ce type de tâches et donc il faut entraîner une intelligence artificielle spécifiquement pour reconnaître ce type de caractère de gravure. Et donc là on a aidé le centre technique à créer les jeux de données. On ne peut pas avoir des millions d'exemples, donc on a dû faire de la simulation de données et de l'augmentation de données avec des technologies similaires à ce que vous avez pu voir tout à l'heure sur la génération de données. Et ensuite entraîner tout ça pour avoir des bons taux de lecture. Là vous voyez les pourcentages, c'est les pourcentages de précision de lecture de l'intelligence artificielle. On a un taux de lecture aujourd'hui qui est similaire à celle de l'homme et la technologie aujourd'hui a été brevetée et déployée dans les tanneries en Europe. Et l'intérêt pour le centre technique et pour les industries françaises et européennes, c'est d'assurer du coup le suivi de leur peau et donc d'éviter les contrefaçons et de s'assurer que dans le voyage et dans le transport de ces produits-là, il n'y a pas de contrefaçons qui sont opérées, donc d'assurer globalement un meilleur suivi, une meilleure rentabilité des industriels et des tanneries françaises.
Alors dans le domaine de la voiture autonome, là c'est un exemple de détection de piétons. Vous voyez une caméra infrarouge ici qui vient détecter des piétons qui traversent la route. Il y en a 2 à gauche. Les pourcentages qui se trouvent au-dessus, ce sont les pourcentages de confiance qu'on a dans la détection des piétons. Et donc le client, c'est une société qui s'appelle Linred qui crée des capteurs infrarouges et qui souhaite investiguer du coup des applications de ces capteurs dans différentes industries, aujourd'hui qui est beaucoup dans la défense et dans le civil également, dans le bâtiment autonome, et qui souhaite adresser des marchés comme la voiture autonome. Et donc on aide ce type de société à développer des algorithmes pour notamment la détection de piétons. Là ce qui était intéressant, c'est qu'on a couplé des caméras visibles et des caméras infrarouges pour montrer l'apport de l'infrarouge par rapport au visible. On a créé le jeu de données en faisant tourner des véhicules et en faisant l'acquisition d'une grande quantité d'images avec les caméras visibles et les caméras infrarouges. Ces bases de données ont permis ensuite ont été annotées et ont été qualifiées pour la détection de piétons. Et ensuite, on a entraîné un algorithme à faire la détection et on a obtenu quasiment 5% de gains par rapport à l'état de l'art en termes de détection. Non, je dis des bêtises, c'est 11%, notamment de nuit, où de nuit, les caméras visibles voient quasiment rien. Et ce qu'on montre en fait, c'est que la multimodalité de capteurs, visibles et infrarouges, permet d'avoir des meilleures performances. Quand l'un est un peu plus faible et ne voit pas les choses, l'autre peut venir aider. Donc là on est allé assez loin avec ce client puisqu'on a publié un papier de recherche sur une nouvelle méthode de fusion de données entre le visible et l'infrarouge. Mais ce qui est très intéressant pour ce client, c'est de diversifier finalement son business model, de pouvoir aller proposer et montrer à ses clients ce que l'intelligence artificielle peut apporter en utilisant ces capteurs. Et donc d'aller chercher des nouveaux marchés et d'avoir de nouvelles applications dans son domaine. Grâce à l'intelligence artificielle. Donc la diversification de marché pour ce client. Dans le tri du déchet, un bel exemple également. Donc là, c'est pour un centre, le client final, l'utilisateur final, c'est un centre de tri qui trie vos déchets que vous jetez dans les poubelles au quotidien. Et l'objectif, c'était quoi ? C'était de pouvoir différencier des bouteilles plastiques alimentaires des bouteilles plastiques non alimentaires. Une bouteille plastique alimentaire, par exemple une bouteille d'eau, et une bouteille plastique non alimentaire, une bouteille de lessive par exemple. Et sachez qu'on ne doit pas les mélanger. Et pour le recycler, on recycle tout aujourd'hui vers le bas, c'est-à-dire tout en non alimentaire pour ne pas mélanger les deux. Et donc l'objectif du client là, donc c'est Pellin Casté qui fait des centres, qui fait des machines de tri pour les centres de tri. C'est avec une caméra et donc un algorithme de détection automatique de pouvoir trier automatiquement les bouteilles alimentaires des bouteilles non alimentaires, sachant que c'est un problème assez complexe parce que comme vous pouvez le voir à l'image, les déchets roulent très très vite sur un tapis roulant et sont écrasés, déformés dans tous les sens. Et donc là on a accompagné l'industriel sur la création des jeux de données, l'annotation des bases de données, sur le choix des algorithmes, sur leur implémentation et ensuite sur l'optimisation des algorithmes, parce que ce que vous voyez ici, on a à peu près 4 millisecondes pour pouvoir prendre la décision alimentaire non alimentaire. Et donc c'est très 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 challengeant en termes de calcul. Et là aujourd'hui, avec les dernières cartes graphiques, notamment Nvidia, on est capable d'optimiser ce type d'algorithme et tourner à l'ordre de grandeur de la milliseconde aujourd'hui pour ce type de tâche, ce qui n'était pas possible encore il y a quelques années. Et donc pour eux, c'est très important d'aller plus loin dans le tri, de proposer notamment aussi des statistiques derrière à leurs clients qui ont aujourd'hui pas forcément de la visibilité sur la qualité du tri, et de pouvoir aller proposer du tri plus fin, là où aujourd'hui il y a encore beaucoup de rebuts et de déchets qui sont downgradés ou triés dans des catégories qui ne sont pas les bonnes. Et donc cet acteur-là aujourd'hui va de plus en plus vers la data et la valorisation de ces données pour pouvoir proposer à ses clients des vues et de la visualisation un peu statistique du centre de tri, qui manque aujourd'hui cruellement d'informations de ce type-là. Un autre exemple, c'est l'exploration de données de conception de turbines. Donc là, c'est des turbines hydrauliques. C'était avec un bureau d'études qui travaille sur concevoir la bonne turbine sur mesure en fonction du projet hydraulique du client. Les projets, ça peut être un barrage hydraulique par exemple, ça peut être tout type de projet hydro. Et chaque projet est sur mesure, et donc c'est un bureau d'études à chaque fois qui va concevoir la bonne
la bonne turbine en fonction des contraintes du client. Chaque client a ses contraintes de rendement et c'est donc à chaque fois un travail d'ingénierie assez complexe pour concevoir ces turbines. Et si vous connaissez un peu la mécanique des fluides, vous savez que c'est assez complexe à simuler, c'est des centaines d'heures de simulation. Et donc chaque point que vous voyez là sur l'écran, c'est des centaines d'heures de simulation et donc beaucoup de calculs. Et des semaines où une machine de calcul tourne pour pouvoir faire de la simulation et calculer du coup le bon rendement, est-ce que le rendement est bon ou non. Ensuite, une fois qu'on a fait ces calculs-là, ils évaluent les performances de la turbine selon plusieurs critères. Et si les critères sont bons, et ben, ils continuent et ils explorent et ils vont à tâtons un peu et chercher à optimiser les paramètres. Et si c'est pas bon du tout, et ben, ils laissent tomber finalement cet espace de simulation. Et ça prend des jours, des mois, voire des années pour arriver à la turbine qui va bien pour le client. Donc là, aujourd'hui, avec des nouveaux outils de visualisation de données d'intelligence artificielle, notamment des outils qu'on développe à Neovision, on a permis à ce client de pouvoir visualiser, comme vous voyez à l'image, en 2 dimensions ces paramètres. Là, il faut imaginer que la turbine que vous voyez à gauche, il y a 200 paramètres qui la paramétrisent et que ces 200 paramètres sont visualisés en 2D ici directement. Et donc ça vous permet de savoir que ces points-là sont les bons points et qu'il faut explorer dans cette zone-là. Donc ça vous permet de visualiser les données, explorer les données, les comprendre et aller finalement, plutôt que d'y aller à tâtons, de trouver les bons paramètres et d'explorer les bons paramètres. Aujourd'hui, dans l'industrie, il y a beaucoup de gens qui font des plans d'expérience en statistique. On va prendre quelques paramètres et voir un peu leur influence sur le système. Aujourd'hui, il y a des méthodes d'intelligence artificielle qui permettent de faire de la projection comme vous voyez là, qui sont bien plus puissants et qui permettent justement d'accélérer grandement la compréhension de données en très haute dimension. Et ça, c'en est qu'un exemple. Alors dans le street art, un très bon exemple également de... Ah oui, j'ai pas donné de chiffres concrets pour le projet d'avant, mais en fait, qu'est-ce que ça a fait comme transformation ? C'est que pour le bureau d'études, c'est que maintenant ils passent 2 à 3 minutes à faire des explorations qui avant, ça leur prenait entre 2 et 3 jours. Donc ils gagnent énormément de temps et ils vont beaucoup plus vite. Et ça fiabilise aussi la compréhension de leurs données. Et ça leur permet de capitaliser aussi sur l'historique qu'ils avaient avant, qu'ils ne pouvaient pas forcément analyser de manière quantitative. Alors pour le street art, à Grenoble, on a la chance d'être une capitale du street art avec le Street Art Fest de Grenoble, avec plusieurs centaines d'œuvres qui sont sur les murs, comme vous voyez sur la photo ici. Et depuis l'année dernière, Grenoble a la chance d'avoir une application pour le street art où vous pouvez prendre en photo une œuvre. Ça va reconnaître cette œuvre avec de l'intelligence artificielle développée par Neovision et ça va vous remonter toutes les informations sur l'œuvre, donc qui est l'auteur, où se trouvent les mêmes œuvres dans la ville, des parcours également qui sont un peu personnalisés en fonction de ce qui vous plaît, un parcours art engagé par exemple si ça vous intéresse, et d'avoir tout le making-of et le best-of de l'œuvre, des photos, des vidéos, etc. Donc une belle façon finalement de rendre plus accessibles les œuvres, parce que plusieurs fois, moi ça m'est déjà arrivé de me retrouver devant une œuvre et de ne pas vraiment savoir qu'elle me plaît, de ne pas savoir qui est l'auteur, de ne pas savoir vraiment ce qu'elle veut dire, et ça m'aurait intéressé de pouvoir savoir où étaient les autres œuvres du même artiste dans la ville. Maintenant c'est possible grâce à cette application qui est gratuite et qui permet ça. Donc là c'était avec l'association du street art de Grenoble qu'on a fait ce projet, et ça a permis finalement d'avoir une expérience digitale alors qu'avant c'était une expérience uniquement physique pour le street art, avec derrière une ambition pour le street art de pouvoir multiplier cette expérience dans d'autres villes et dans d'autres pays également. Alors dans le dentaire ça bouge aussi pas mal. Je vois qu'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à en mettre sur le chat s'il y a certains sujets qui vous interpellent. Dans le dentaire, on a travaillé avec la société Lovis, qui est une start-up et qui développe une nouvelle plateforme de télédentisterie. C'est pas un gros mot, c'est un vrai mot qui va se déployer de plus en plus. Là, l'idée, c'est quoi ? C'est un scanner intraoral qui vient scanner la bouche en 3D, comme vous pouvez le voir sur l'image ici. Ça vous détecte les dents. Ça détecte la gencive également et ça vient classer les dents en fonction déjà de leur numéro et de leur identité, mais après ça vient détecter des choses, ça vient diagnostiquer le tartre, les caries, les dents à l'état de racine quand elles sont abîmées. Et demain on viendra aussi détecter des pathologies et potentiellement également des cancers et des choses qui sont très très mal diagnostiquées aujourd'hui.
Ce qui est très intéressant, c'est que le scanner intraoral, ça se fait en quelques minutes. Il n'y a pas de rayon X, et donc c'est beaucoup plus portatif. Parce que c'est juste un petit stylo qui peut être fait, pas forcément par un médecin ou un dentiste, mais par une infirmière. Et donc ça permet aux dentistes finalement de se déployer dans des zones ou dans des lieux où il ne va pas forcément aujourd'hui, par exemple dans des EHPAD où il y a beaucoup de problèmes dentaires. Et donc de permettre ensuite derrière, vous ne le voyez pas là sur l'image, mais de proposer un diagnostic automatique, et le dentiste vient juste corriger finalement ce diagnostic ou le compléter par rapport aux informations qu'il a, et donc de proposer derrière du service et du suivi à des personnes qui n'auraient pas forcément la possibilité d'en avoir. Quel est le nom de l'appli ? J'imagine que vous parlez du Street Art Festival. C'est Street Art Fest avec des tirets entre .web.app. Je vous mettrai dans le chat peut-être après, là je peux pas faire deux choses à la fois. Et il faut venir visiter le spot 13, très bien, je passerai tout à l'heure alors. J'en ai fini pour le dentaire. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Moi je travaille concrètement avec un dentiste qui toute la journée fait son métier habituel, et dans sa start-up, le soir et le week-end, il développe corps et âme ce nouveau service qui va, je pense, se développer fortement dans les années futures, et va changer finalement le rapport du dentiste au patient, et permettre un suivi déjà dans le temps du patient avec ces différents scans. On va pouvoir voir l'évolution de la personne dans le temps si on enregistre bien les choses et qu'on crée les bonnes bases de données. Permettre d'apporter de ces services-là à des personnes qui n'ont pas forcément tous les soins dentaires aujourd'hui, comme dans les EHPAD. Et après, il y a plein d'autres applications qui peuvent voir le jour, notamment l'analyse de pathologies aujourd'hui qui sont assez peu connues au niveau dentaire. Donc il y a pas mal de recherches aussi qui peuvent s'ouvrir derrière au travers de ces capteurs. Et ces capteurs évoluent aussi très vite, donc c'est passionnant comme sujet. Voilà les derniers sujets un peu plus traditionnels sur l'optimisation d'empaquetage. Donc là, c'était une entreprise qui s'appelle O Garden. Donc pas les bières, mais les gens qui vendent des produits pour le jardin, des chaises, des tables, etc. Et donc ils avaient besoin de pouvoir optimiser l'empaquetage de leurs produits dans des colis et optimiser le remplissage de leurs camions. Donc c'est un sujet qui est assez classique, mais qui concerne encore beaucoup d'industriels aujourd'hui, dans la logistique notamment. Et donc là, on a développé une petite application qui permet de rentrer ces articles, de visualiser en 3D comment les rentrer. Donc ça, c'est un domaine qui n'est pas lié au machine learning que je vous ai présenté tout à l'heure, mais qui est lié à la recherche opérationnelle, qui est de l'optimisation finalement, sous contrainte. Et il y a encore plein de sujets qui évoluent beaucoup aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle, parce que l'IA permet de faire des propositions intelligentes, là où avant il fallait explorer toutes les possibilités pour faire court, et donc d'aller beaucoup plus vite et d'adresser des problèmes plus complexes qu'avant. Et donc là, on vient visualiser les paquets qui vont bien, et on propose à l'opérateur comment remplir les colis ou alors les camions derrière. Et donc ce que ça a permis à ce client concrètement, c'est de l'optimisation. Et donc aujourd'hui, il a réduit sur 3 camions, il n'en a plus que 2 qui circulent. Donc c'est une grosse optimisation de son côté pour le remplissage. Et c'est aussi de la pédagogie, un outil pédagogique pour les personnes qui remplissent les colis, qui avant ne réfléchissaient pas, prenaient le premier colis et mettraient le produit dedans. Maintenant, on dit à la personne qui a une optimisation possible avec les 2 colis proposés, à lui de trouver la solution. Et s'il ne la trouve pas, il demande au logiciel de lui montrer, de visualiser les choses. Donc il y a un aspect pédagogie, un peu formation également de l'intelligence artificielle. Et les gens se sont pris au jeu et ont très vite adopté le système, et même sont très contents quand ils arrivent à faire mieux que l'intelligence artificielle parfois. Peut-être en appuyant un peu fort sur certains produits, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un outil de formation, de pédagogie et d'optimisation pour l'industriel. Et le dernier exemple dont je voulais vous parler, et ça va terminer ma présentation, c'est de l'optimisation des tournées. Là, pour un industriel qui est très traditionnel pour le transport scolaire. Donc là, vous voyez de l'optimisation avant-après, où en fait un transporteur qui est à un certain endroit, il va avoir son car qui est garé chez lui, entreposé chez lui. Généralement en milieu rural, c'est comme ça que ça se passe. Le matin, il va devoir
aller sur son premier lieu, son premier point pour attraper les personnes et les enfants, les amener à l'école et ensuite ramener son car chez lui. Et donc ces trajets de début et de fin sont des trajets à vide qui coûtent. Et typiquement une personne qui est excentrée par rapport à son trajet, ça serait plus intéressant de la recentrer et de l'échanger avec une autre personne. Donc là avec de l'intelligence artificielle. Alors quand on a quelques transporteurs, ça va, ça peut se faire de tête. On peut faire les optimisations à la main, mais quand on a comme cette société Transarc des milliers de transporteurs et plusieurs régions à gérer, ça devient impossible pour un humain de tout gérer. Et quand on va faire des optimisations quotidiennes, là, on est bien content d'avoir un outil qui nous fasse les propositions automatiquement. Et donc là, on a les tops d'optimisation, les meilleures optimisations qui sont proposées. Et ensuite, on va pouvoir choisir les inversions qui vont bien. Et on voit tout de suite le nombre de kilomètres qui sont optimisés. Et après, le management décide en fonction des contraintes des transporteurs quelles optimisations elles veulent faire. Mais elles ont une vision globale en fait, des optimisations qu'elles peuvent faire. Donc ça a un impact assez important pour cet industriel, puisqu'il a réussi la première année en utilisant notre logiciel à économiser 500 000 km, ce qui est énorme parce qu'un kilomètre c'est 1 euro, donc vous voyez le gain énorme pour l'entreprise. C'est un gain aussi pour les salariés qui font moins de transport à vide et donc plus en contact avec les enfants et donc plus contents de ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas besoin de faire des longs trajets à vide pour rien. Et aussi un autre impact, il y a un impact forcément environnemental sur le gasoil aussi qui est économisé. Et un autre projet qui a découlé de celui-ci, c'est le comptage automatique du nombre de personnes dans les bus pour pouvoir avoir un bus qui soit adapté correctement au nombre de personnes qui sont dedans, pour éviter, comme tout le monde l'a déjà vu, des bus qui sont complètement vides à certaines heures ou complètement pleins à d'autres heures. Et donc là, avec des caméras, compter de manière anonyme le nombre de personnes qui sont dans les bus pour remonter automatiquement des statistiques et que l'opérateur, la Transarc en question, puisse affecter les bonnes tailles de car aux bonnes tournées. Je vois qu'il y a une dernière question, c'est juste un bravo, merci beaucoup. Je crois que ça termine ma présentation. Il me reste quelques minutes, je vais vous parler de mes perspectives pour demain, perspectives d'avenir. Ce que je vois en fait qui va se développer, je pense, dans les années futures, c'est la biométrie. On l'a déjà dans le téléphone qui se déverrouille avec les empreintes ou avec le visage. Ça va venir du grand public. Les gens vont finir par accepter finalement d'utiliser leur biométrie pour accéder à certains services. On est encore pas mal réticents en Europe, mais je pense que ça va quand même se développer via justement nos téléphones portables. Et dans d'autres pays, c'est déjà bien développé. Voilà, donc je pense qu'on aura de plus en plus de services liés à l'identification des personnes. On a aussi la robotique qui en est qu'au début. Vous avez vu tout à l'heure le robot qui faisait des saltos. On est encore très loin de la photo que je vous ai mis, la iRobot, où les robots interagissent de manière naturelle avec les humains. C'est encore très bizarre d'interagir avec un robot. On est encore très loin de tout ça, mais il y a des pays qui investissent beaucoup, notamment le Japon, sur la robotique pour des problématiques pour les personnes âgées notamment. Et donc c'est des choses qui vont se développer. Les robots vont prendre de plus en plus de place dans la société et vont prendre de plus en plus de tâches, notamment des tâches difficiles que les humains ne font pas ou ne devraient pas faire. Il y a la réalité augmentée qui va vachement se développer. Je vous ai parlé des puces qui se miniaturise dans les téléphones portables, ce qui permet de comprendre son environnement et donc de rajouter de l'environnement, d'augmenter l'environnement avec des informations en plus. Donc pour ça, il faut comprendre l'environnement, savoir qui sont les personnes avec qui on interagit, quels sont les objets qui sont autour de nous. Dans l'industrie, il y a beaucoup de choses pour la formation avec la réalité augmentée, mais aussi pour comprendre une pièce, savoir si un objet ou non est présent ou non. Je vous ai montré un exemple tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des casques aussi de réalité augmentée. Tout ça, ça va se miniaturiser également. Je pense que Google était très en avance avec ses Google Glass, mais ça va venir. En médecine, je vous ai montré quelques exemples. Ça va également beaucoup se développer quand les données seront plus structurées et que les entités vont partager également leurs données. Il y a aussi un travail au niveau mondial pour savoir un peu quelles sont les maladies des différents pays et pouvoir capitaliser sur l'ensemble de ces données-là pour pouvoir développer des aides au diagnostic. Les médecins sont de plus en plus favorables à l'utilisation de l'IA en termes d'aide au diagnostic. Il y a quand même des choses qui se sont mis en place, notamment au niveau européen, pour expliquer que l'IA doit être explicable et qu'on doit expliquer en tout cas aux personnes à qui on a fait un diagnostic que ce diagnostic a été fait grâce à de l'intelligence artificielle, donc de la transparence par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais ça se développe. Le bâtiment va aussi être de plus en plus intelligent avec de la captation d'informations.
savoir où sont les gens, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs habitudes pour pouvoir adapter le chauffage, l'énergie, etc. au bâtiment. Et une des grandes transformations, je pense, et tout le monde travaille dessus en ce moment, c'est la voiture autonome. Les déplacements autonomes, que ce soit les trains, les avions ou les voitures, vont être de plus en plus autonomes. Et ça va faire un grand changement dans la société, je pense également. Alors, il y a une question, c'était existe-t-il des solutions IA pour les TPE et PME? Alors oui, l'IA c'est pas réservé qu'aux grands groupes, et notamment avec BPI France, on a un diagnostic data IA qui permet d'accompagner les entreprises TPE et PME à analyser leurs données et savoir qu'est-ce qu'on peut en faire, quelles sont les bonnes applications et les retours sur investissement qui vont bien. Donc vous avez des solutions aujourd'hui qui sont déployables pour les PME et les TPE, mais il faut analyser les données, il faut analyser vraiment le retour sur investissement, c'est important. Voilà, merci à tous, merci pour votre attention, je suis pile dans les temps et je vous dis à bientôt.